J'ai servi la dinde farcie d'un poison lent, en souriant à ma mère qui riait de mes talents cachés. 11 ans plus tôt, j'avais enterré le corps de mon frère dans le jardin familial de notre villa à Saint-Tropez, pour protéger le secret qui les liait tous à la ruine. Et ce soir de Thanksgiving, cette mascarade américaine importée dans notre Provence pour plaire à l'oncle Yankee, j'ai enfin goûté à la liberté, en les regardant tous convulser autour de la table, leur masque de famille parfaite se fissurant comme du cristal brisé. Ils pensaient que j'étais leur ombre, leur cuisinier dévoué, le fils invisible qui transformait leur soirée en symphonie gastronomique. Mais ce jour-là, j'ai disparu, non pas en fuyant, mais en les emportant avec moi dans l'abîme que j'avais patiemment creusé. Paris, 2014. L'air était lourd d'humidité printanière, ce genre de brume qui s'accroche au boulevard comme un regret non avoué. J'avais 28 ans, fraîchement diplômé de l'école Le Cordon Bleu, avec des rêves de restaurants étoilés et de critiques élogieuses dans le monde. Au lieu de cela, je rentrais à la maison familiale, cette imposante bâtisse haussmannienne du 16e arrondissement, où ma mère, Élise, régnait en impératrice des apparences. « Mon chéri, tu vas nous sauver », m'avait-elle susurré à l'oreille en m'embrassant sur le seuil, ses lèvres parfumées au Chanel numéro 5 masquant à peine l'odeur âcre de son désespoir financier. Mon père, Henri, était un fantôme depuis des années, un banquier ruiné par des spéculations hasardeuses sur les marchés asiatiques. Il passait ses journées dans son bureau aux rideaux tirés, sirotant du cognac et marmonnant des excuses à des créanciers invisibles. Ma sœur aînée, Claire, 25 ans, était l'icône de la famille, étudiante en droit à la Sorbonne, future avocate, avec des cheveux blonds cascadants comme ceux d'une publicité pour L'Oréal. Et puis il y avait mon frère cadet, Lucien, 19 ans, le rebelle aux yeux verts, qui traînait dans les clubs underground de Pigalle, sniffant de la coke et dormant jusqu'à midi. Ce soir-là, pour mon retour, ils avaient organisé un dîner. Pas n'importe lequel, un festin pour impressionner les voisins, ces bourgeois snobs qui murmuraient déjà sur nos dettes. Toi, avec ton diplôme, tu vas nous faire une cuisine qui les clouera sur place, avait décrété ma mère en me tendant un tablier amidonné. J'avais ri, pensant que c'était une blague passagère. Oh, comme j'étais naïf. La cuisine était mon domaine, un sanctuaire de marbre blanc et de cuivre rutilant. J'y passais l'après-midi à émincer des truffes noires du Périgord, à réduire un sauce au vin de Bordeaux pour accompagner un filet de bœuf wagyu, un luxe que nous n'aurions pas dû nous permettre. Les arômes emplissaient l'air, thym frais, ail rôti, un soupçon de safran qui dansait comme une promesse d'extase. Quand les invités arrivèrent, en costume sur mesure et robe de soie, je servis les plats avec une précision chirurgicale, observant leur regard s'illuminer à chaque bouchée. « Devin Lewis. Tu es un génie !» s'exclama Madame Duval, la veuve acariâtre du 3e étage, en tapotant la main de ma mère. Élise rayonnait, comme si elle avait elle-même remué la casserole. Mon père, pour une fois sorti de sa tanière, hocha la tête avec un sourire forcé. Claire gloussa à une blague de son fiancé, un jeune notaire aux dents trop blanches. Lucien, lui, chipotait son assiette, les pupilles dilatées par Dieu sait quoi. Ce fut le début. Ou plutôt, la fin de ma liberté. Le lendemain, ma mère m'annonça que nous avions reçu une invitation pour un gala de charité. « Prépare quelque chose d'exceptionnel, mon fils. C'est notre billet pour la reconquête sociale. » Je protestai faiblement. J'avais un entretien d'embauche chez un chef 3 étoiles. Ne sois pas égoïste, Louis. La famille d'abord. Et ainsi, sans que je m'en rende compte, le piège se referma. Les semaines devinrent des mois. Chaque dîner, chaque réception, je cuisinais. Pour les anniversaires, les remises de diplômes de Claire, les soirées networking de mon père. Ma vie se réduisit à des listes de courses au marché d'Aligre, à des nuits blanches à tester des recettes pour impressionner des investisseurs fantômes. Tu es si talentueux, Louis. Sans toi, nous serions perdus, me murmurait Élise en caressant ma joue, ses yeux brillants de calcul. Mais le vrai poison couvait plus profond. Un soir d'octobre 2015, alors que la pluie martelait les vitres, Lucien rentra à l'aube, le visage tuméfié, du sang sur sa chemise Versace volée. « J'ai merdé, frangin », balbutia-t-il en s'effondrant dans mes bras. Il avait dealé de la drogue pour un gang de Montmartre, mais une transaction avait mal tourné. Un client mort d'overdose, un sac de cam planqué dans sa voiture. La police était aux trousses. Panique dans la maison. Mon père, livide, murmura « On ne peut pas le perdre. Pas maintenant. » Claire pleura, Elise Howardet. Et moi, on me désigna comme bouc émissaire. Tu vas endosser ça, Louis. Tu diras que c'était pour un film, une expérience artistique. Ton diplôme te couvre. J'aurais pu refuser, appeler un avocat. Mais Élise me glissa une photo, moi, enfant, la tenant dans ses bras sur la Côte d'Azur. Pour la famille, mon amour. Pour toujours.
J'acceptai. La nuit suivante, nous enterrâmes le corps du junkie, un gamin de 18 ans, visage figé dans une grimace d'extase éternelle, dans le jardin de notre nouvelle résidence, une villa achetée à la hâte à Saint-Tropez avec l'argent sale de Lucien. J'y creusai le trou moi-même, sous la lune méditerranéenne, pendant que ma famille veillait, champagne en main, toastant à ma loyauté. Le lendemain, j'avouai tout à la gendarmerie. Un accident culinaire, une expérience ratée pour un livre de recettes. On me crut à moitié. Une peine avec sursis, une tache indélébile sur mon CV. Lucien s'envola pour un stage à Londres, Claire épousa son notaire, mon père relança ses affaires. Et moi, je devins le chef de famille. Literalment. Les années s'écoulèrent comme un vin aigre. 2016, dîner pour les élections municipales, où Élise se lança en politique locale, rêvant de la mairie de Saint-Tropez. Je cuisinais des plateaux de fruits de mer pour des électeurs snobs, écoutant leurs ragots sur les yacht clubs. 2017, le mariage de Claire, une cérémonie somptueuse à Cannes, où je servis un menu fusion franco-asiatique pour 200 invités. Sans toi, ce serait un désastre, me dit-elle en riant, sa robe de mariée tachée de sauce soja. Lucien revint, réhabilité, avec une fiancée mannequin qui ne mangeait que des salades. Je les nourris tous, jour après jour, transformant ma passion en servitude. Mais la trahison s'enracinait. Un soir de 2018, fouillant les papiers de mon père pour un emprunt bancaire, je découvris la vérité. La ruine n'était pas due à des spéculations, mais à un détournement de fonds par Élise. Elle avait siphonné l'héritage familial pour financer ses ambitions, couvrant ses traces avec les dons de mes dîners caritatifs. Et Lucien? Son deal n'était pas une erreur. C'était un business florissant, protégé par des flics corrompus que mon père avait graissés. J'étais leur bouclier, leur alibi vivant. Gagner du temps pendant qu'ils reconstruisaient leur empire sur mon dos courbé. Je commençais à noter tout dans un carnet caché sous une latte du plancher. Date, menu, conversation volée. La rage bouillonnait, lente comme une réduction de vinaigre balsamique. Pourtant, je souriais encore, servais encore. Car en France, la famille est sacrée, n'est-ce pas? Un tabou que l'on ne brise pas sans devenir paria. Mais Thanksgiving approchait. Cette tradition absurde que l'oncle américain, exilé à Nice, imposait chaque novembre pour célébrer l'abondance. En 2025, ce serait le 11e. Et le dernier. Saint-Tropez, été 2020. La mer Méditerranée léchait les rochers comme une amante infidèle, et notre villa, la Sirène Bleue, bruissait de rires forcés. La pandémie avait frappé, clouant le monde dans ses chambres, mais pas nous. Élise avait transformé la maison en retraite gastronomique, pour riches confinés, facturant 5 000 € la semaine pour mes menus exclusifs. Tu es notre étoile Michelin, Louis, me dit-elle en ajustant son foulard Hermès, ignorant les cernes sous mes yeux. Les invités arrivaient en jet privé, des actrices Sacha Hesbin de la Croisette, des banquiers suisses aux montres Patek Philippe, une influenceuse qui filmait tout pour Instagram. Je cuisinais du matin au soir, ratatouille modernisée avec du caviar, bouillabaisse infusée au safran, dessert en sphères de chocolat qui éclataient en bouche comme des secrets révélés. Mais derrière les fourneaux, mon carnet s'épaississait. J'y consignais les murmures. Claire, enceinte de jumeaux, complotant avec son mari pour hériter plus vite. Lucien, relançant son trafic sous couvert d'import-export de vin. Mon père, signant des chèques pour des avocats qui étaient en fait des prête-noms. Un soir, après un dîner pour 10, où j'avais servi un foie gras poêlé qui arracha des larmes d'extase à une comtesse, Lucien me coinça dans la resserre à vin. Frangin, t'es un as. Sans toi, on serait des clodos. Il me tapa l'épaule, son haleine chargée de pastis. Mais ses yeux verts, hérités de notre grand-mère provençale, brillaient d'un calcul froid. Plus tard, je l'entendis au téléphone. Ouais, Louis paie pour tout. Le gamin est clean, sursis effacé. On le tient par les couilles. La nuit, je ne dormais plus. Allongé sur mon lit étroit au grenier. Car bien sûr, le chef doit être près de la cuisine, j'imaginais des poisons. De l'arsenic dans le sel de mer de Guérande? Du ricin dans les herbes? Non, trop vulgaire. Ma vengeance devait être française. Raffinée, inexorable, un plat qui se déguste lentement. 2022 marqua le tournant. Claire accoucha des jumeaux, et le baptême fut un événement. La cathédrale de Fréjus louée pour l'occasion, un traiteur externe pour les 300 convives. Mais Élise insista. Ton touche finale, Louis. Un gâteau baptisal à la vanille de Madagascar. Je passai 3 jours à le perfectionner, sculptant des anges en sucre filé. Lors de la cérémonie, alors que le prêtre aspergeait les bébés d'eau bénite, Claire me glissa. Merci, petit frère. Sans toi, ces gosses n'auraient pas de legs. Son sourire était un poignard. Ce soir-là, ivre de champagne bon marché,
mon père me confia un secret lors d'une promenade sur la plage. Ta mère. Elle a toujours été ambitieuse. Mais pour nous, hein? Pour la famille. Il trébucha sur un galet, et je le retins, sentant la fragilité de son bras. Et le corps dans le jardin? Demandai-je, la voix basse comme le ressac. Il palit. Oublie ça, fiston. C'était il y a si longtemps. Mais je n'oubliais pas. Le jardin, avec ses oliviers centenaires, gardait son secret, le squelette d'un inconnu, blanchi par le sel marin, attendant que la mer le réclame un jour. La traición culmina en 2023. Lucien se maria, une union d'intérêts avec la fille d'un promoteur immobilier marseillais. Le mariage à Ramatuelle fut extravagant, chapiteau sur la colline, vue sur la baie, menu en 7 plats que je signai de mon sang, métaphoriquement. Pendant la réception, je surpris Élise et Lucien dans le bureau. Il commence à craquer, maman. Faut le surveiller. Pas encore. Il nous est utile. Une fois les jumeaux grands, on le placera en maison de retraite, volontaire, point. Je les vis, enlacés comme des conspirateurs de Molière, riant de ma dévotion. Ce fut le déclic. Mon carnet devint un plan, ingrédients sournois, dosage précis, un alibi en béton. Thanksgiving 2025 serait le théâtre. Pourquoi Thanksgiving? Parce que c'était leur hypocrisie personnifiée. Une fête d'abondance pour une famille de charognards, importée pour masquer leur américanisation forcée, l'oncle Yankee payait les factures, après tout. Les mois suivants furent une danse macabre. Je cuisinais avec fureur, infusant chaque plat d'une amertume invisible. Claire, absorbée par ses enfants, me traitait comme un majordome. Louis, fais une purée pour les petits, sans gluten bien sûr. Mon père, arthritique, réclamait des soupes réconfortantes, ignorant que je testais des herbes hallucinogènes sur des rats de laboratoire achetés au marché noir. Lucien, plus imprudent, me provoquait. T'es coincé ici, hein? Comme un rat dans une cage dorée. Et Élise. Ah, ma mère. Elle était le serpent au cœur du jardin. Lors d'une réception pour sa campagne électorale, elle visait un siège au conseil régional, elle me présenta comme notre chef étoilé en herbe. Les applaudissements me giflèrent. Dans la cuisine, seul, je cassais un plat rare de Limoges, les éclats comme des larmes gelées. Pourtant, une faille apparut. En 2024, un archéologue amateur, fouillant les terrains pour un projet de golf, s'approcha trop près du jardin. « Des ossements antiques ?» demanda-t-il à mon père lors d'un apéro. Henri blêmit, Élise rit nerveusement. Je détournai l'attention avec un plateau de canapé au foie gras. Mais la peur s'insinua. Et si le passé remontait? Je décidai d'accélérer. Le poison choisi, une toxine dérivée de la belladone, cultivée dans un pot secret au grenier, la cerise du diable, comme l'appelaient les anciens provençaux. Invisible, indolore au début, puis une paralysie progressive, un sommeil éternel. Parfait pour une dinde farcie. Thanksgiving se profilait. Invité, la famille au complet, l'oncle Yankee, quelques amis triés sur le volet. Menu, traditionnel revisité, dinde aux châtaignes, purée de patates douces, tarte à la citrouille. Mais dans la farce, mon legs. Novembre 2025. L'air de Provence portait l'odeur des pins parasols et du sel, un mélange enivrant qui masquait la pourriture sous-jacente. La villa bruissait d'activité. Claire disposait des couronnes de maïs séchées sur la table en acajou, Lucien branchait des guirlandes lumineuses sur la terrasse, mon père astiquait ses couverts en argent comme s'il polissait ses regrets. Élise, dans une robe rouge sans qui jurait avec son rôle de matriarche, supervisait tout. Louis, chéri, assure-toi que la dinde soit juteuse. L'oncle Tom adore ça. J'étais dans la cuisine depuis l'aube, un sanctuaire devenu crypte. Le four ronronnait, diffusant une chaleur moite qui collait ma chemise à ma peau. Devant moi, la dinde de 8 kilos, plumage impeccable, attendait sa sentence. Je la farcis d'un mélange de chapelure, oignons caramélisés, saucisses de Toulousais. La belladone finement maulue. Une pincée par personne, calculée au milligramme près grâce à mes nuits passées sur des forums obscurs et des manuels de toxicologie volés à la bibliothèque de Marseille. Pour un sommeil paisible, murmurai-je en enfonçant la farce, imaginant leur corps se tétaniser autour de la table. Le hook du repas, l'apparence. La toxine était inodore, insipide, se fondant dans les épices comme un mensonge dans une confession. Je badigeonnai la peau de beurre fondue au thym, la glissai au four. Pendant ce temps, je préparais les côtés, haricots verts à l'amande, pain de maïs croustillant, une sauce gravie riche en bouillon de volaille. Chaque geste était rituel, une messe noire dédiée à la vengeance. Midi. Les invités arrivèrent. L'oncle Tom, bedonnant et jovial, avec son accent texan écorchant le français, Gonabi à Real French Thanksgiving, ou sa femme,
une blonde siliconée, étreignit Élise comme une sœur. Claire et son mari poussèrent les jumeaux en trottinette, Lucien arriva en décapotable loué, sa femme pendue à son bras, mini-jupe et talons aiguilles. Mon père, en chemise à col dur, me serra l'épaule. « Bien joué, fils. » La table était un tableau de Norman Rockwell revisité par Goya. Nappe blanche, chandelier en cristal, centre de table en citrouille sculptée. Nous nous assîmes, et Élise entama le discours. À notre famille, à l'abondance qui nous unit malgré les tempêtes. Verres tinterant, Ryers fuserant. Puis, le signal. « Louis, s'il te plaît. » Je portais la dinde sur un plat d'argent, fumante, dorée à la perfection. Applaudissements. Découpage solennel par mon père, portion généreuse. « Mangez, mangez !» encouragea Élise, piquant sa fourchette la première. Je servis les côtés, m'asseyant enfin à ma place, l'extrémité de la table, l'ombre fidèle. Les premières bouchées furent un triomphe. « C'est divin, Louis. »« La farce. Si riche !» s'extasia Claire, enfournant une seconde portion. Lucien grogna de approbation. El Uncle Tom rotebriement. Better than Texas turkey. Les jumeaux babillèrent, barbouillés de gravis. Je mangeais du bout des lèvres, mon antidote, un sérum maison avalé à l'avance, me protégeait. Puis, les signes. Subtil d'abord, Élise fronça les sourcils, posant sa fourchette. Un peu. Lourd, non? Claire rit nerveusement, massant son cou. Lucien cligna des yeux, sa femme se plaignit d'une migraine soudaine. Mon père toussa, l'oncle Tom s'éventa. Dame, itsotinir. La tension monta comme une marée. Les conversations s'essoufflèrent, remplacées par des silences lourds. Claire murmura. Je me sens. Ingordi. Lucien tenta de se lever, trébucha, renversant son vin rouge sur la nappe, une tache comme du sang. Élise, pâle, me fixa. Louis, qu'as-tu mis là-dedans? Je souris, pour la première fois depuis 11 ans, un vrai sourire. De la famille, maman. Du pur amour fraternel. Le chaos éclata. L'oncle Tom s'effondra en premier, gargouillant un « What the ». Sa femme hurla, composant le 15 sur son iPhone. Les jumeaux pleurèrent, Claire rampa vers eux, ses jambes refusant de la porter. Lucien, furieux, se traîna vers moi. « Salaud! Tu nous tues !» Je le repoussai doucement. « Non, petit frère. Je vous libère. Du jardin, du secret, de moi. » Élise, la dernière à résister, agrippa la table. « Pourquoi? Pourquoi, mon fils ?» Sa voix, chevrotante, portait l'accent chantant de sa jeunesse niçoise. « Parce que vous m'avez utilisé, maman. 11 ans comme chef, comme bouc émissaire. Le corps dans le jardin, c'était votre crime, pas le mien. Et maintenant, justice poétique. » Les sirènes hurlèrent au loin, mais trop tard. Mon père, les yeux vitreux, murmura « Pardon. » Fiston. Puis, silence. Un à un, ils sombrèrent. Convulsions légères, respiration ralentie, un sommeil qui ne s'achèverait pas. Je me levai, ôtai mon tablier, et sortis sur la terrasse. Le soleil couchant peignait la mer en or et pourpre, indifférent. La police arriverait bientôt. J'avais laissé une lettre sur la table, confessant tout, le poison, le corps, les trahisons. Pas pour me sauver, mais pour que le monde sache. La famille n'est pas un sanctuaire, mais une prison dorée. Dans la confusion, un twist inattendu. Lucien, plus résistant grâce à ses expériences passées, se redressa faiblement. Attends. Lewis. Ce n'était pas nous. C'était elle. Il pointa Élise, déjà inerte. Le deal, le corps. Elle l'a orchestré. Pour l'argent. Papa et moi. On était ses pions. Mon cœur vacilla. Était-ce un dernier mensonge? Ou la vérité ultime? Les lumières bleues des ambulances dansaient sur les murs ocres de la villa comme des spectres invités au bal. Les urgentistes, masqués et gantés, envahirent la salle à manger, leur voix étouffée par le chaos. Intoxication massive. Évacuez-les. Je restai assis sur la terrasse, un verre de pastis à la main, le mien pur, sans poison, observant la scène comme un metteur en scène satisfait de son climax. Lucien fut le premier animé, son estomac pompé sur place. Il vomit tripes et boyaux sur le carrelage de marbre, hurlant mon nom entre deux hoquets. Louis, le salaud. Les flics, 2 gendarmes costauds de la brigade locale, me menottèrent sans cérémonie, leur regard mêlant pitié et dégoût. « Monsieur, vous avez une idée de ce qui s'est passé ?» demanda l'un, un provençal au nez busqué. Je désignai la lettre. « Lisez. Tout est là. »
À l'hôpital de Sainte-Maxime, le diagnostic tomba. Belladone, dose létale pour la plupart, mais l'antidote sauva les plus jeunes, les jumeaux, l'oncle Tom, la femme de Lucien. Élise et mon père ne s'en sortirent pas. Claire entra en coma, son cœur fragile lâchant sous le stress. Lucien, lui, survécut, les veines gorgées de sérum. La garde à vue fut un interlude surréaliste. Dans une cellule au mur suintant, face à un capitaine au cigare éteint, je déballais tout. Le corps de 2015, que les experts déterrèrent le lendemain sous les oliviers. Un jeune Algérien, fiche d'identité en poche, victime collatérale d'un trafic. Vous avez couvert un meurtre pour eux, nota le capitaine, plume grattant le papier. Oui. Et plus. 11 ans de vie volée. Les médias s'emparèrent de l'affaire comme des mouches sur du miel. Le chef maudit de Saint-Tropez, empoisonnement familial en pleine fête, titra le Figaro. Varmatin racola avec Thanksgiving sanglant, un fils vengeur contre sa dynastie pourrie. Les plateaux télé débattaient, étais-je un monstre ou une victime? Les féministes pleuraient Élise, mère sacrifiée. Les gastronomes défendaient mon talent, un génie brisé. Sur X, Louis le Vengeur divisait, il a bien fait, c'est riche pourri. Contre meurtrier. La famille avant tout. Lucien, en salle d'interrogatoire voisine, craqua sous la pression. Son témoignage fut un raz-de-marée. Élise, la véritable architecte. En 2014, ruinée par un amant escroc, un Italien qui l'avait saigné à blanc, elle avait monté le trafic de drogue avec Lucien, forçant mon père à blanchir via ses comptes offshore. Le deal fatal, un piège tendu par elle pour éliminer un rival, le corps confié à moi pour protéger la fratrie. Elle nous manipulait tous, capitaine. Louis était son souffre-douleur idéal, talentueux, loyal, muet comme une carpe. Preuve à l'appui, un coffre-fort secret dans la villa, rempli de carnets comptables, de photos compromettantes, Élise avec l'Italien, des virements suspects vers des paradis fiscaux. Mon père, mourant, avait laissé une confession vidéo sur un USB, filmée la veille. Pardon, Louis. J'ai failli. Pour elle. Le procès s'ouvrit en mars 2026, à Draguignan, cour d'assises bondée. Moi, en costume gris, pas de tablier, face à un jury de provençaux sceptiques. L'avocat général, un Lyonnais au verbe tranchant, me dépeignit comme un héros domestique, cuisinant la mort pour laver ses rancunes. Ma défense, un jeune pénaliste parisien, flairant le scoop, argua la légitime défense psychologique, citant Camus et les absurdités familiales. Témoignages fusèrent. Claire, sortie du coma avec des séquelles neurologiques, sanglota. Il était notre ombre. Mais nous l'avons étouffé. Les jumeaux, confiés à une tante, dessinèrent des dindes monstrueuses pour l'expert psychologue. Lucien, star du boxe, oscilla, je et Louis. Mais je le comprends. Maman était un démon en talons. Les experts culinaires analysèrent la dinde, un plat magistral, toxine intégrée avec génie. Rire dans la salle. Le twist, l'oncle Tom, rescapé, révéla un codicile au testament. Élise l'avait déshérité, lui léguant tout à Claire, mais avec une clause, Louis hérite du domaine culinaire, en reconnaissance de ses services. Ironie suprême. La presse internationale s'en mêla. The New York Times sur le poison provençal, un podcast français, Vengeance à la fourchette, cartonnant. Débats éthiques. La famille vaut-elle le sacrifice? La vengeance est-elle justice quand la loi ferme les yeux? Moi, dans ma cellule provisoire, je cuisinais en esprit, des recettes de liberté. Mais la nuit, les fantômes venaient, Élise, riant, tu es à moi, toujours. Lucien, suppliant, frère. Verdict, juillet 2026, sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter la Gironde au loin. Le procès avait migré à Bordeaux pour neutralité. Le jury délibéra 3 jours, divisé comme une société française. Progressiste contre traditionnaliste, vengeance contre pardon. Le président, un vieux magistrat aux lunettes cerclées d'or, lut la sentence d'une voix monocorde, coupable d'empoisonnement aggravé, mais circonstance atténuante pour contrainte morale et révélation postérieure. 15 ans, aménageable après 7. La salle explosa. Cris de joie de mes soutiens, une poignée de gastronomes et de tweetos anonymes, huée des conservateurs clamant « Justice pour Élise ». Lucien, en liberté conditionnelle pour collaboration, me cracha. « Tu as gagné, hein ?» Mettez un mort-vivant. Claire, en chaise roulante, pleura sans un mot, ses jumeaux la serrant comme des boucliers. Libérée sous bracelet électronique après 2 ans au pour « Bonne conduite » et un livre de recettes La vengeance en assiette, devenu best-seller, je rentrai à Paris. Pas à la villa, vendue aux enchères pour rembourser les victimes. Non, un studio exigu à Belleville,
quartier des immigrés et des rêves brisés, où l'odeur de couscous se mêlait à celle des kebabs. La vie post-tragédie fut un plat fade. Je cuisinais pour des traiteurs anonymes, évitant les spotlights. Mais le twist final frappa comme un coup de couteau. Une lettre d'avocat, 6 mois après ma sortie. L'héritage d'Élise, contesté, disséqué, me revenait. Pas l'argent, saisi, mais le secret, un manuscrit caché dans le coffre, ses mémoires inavouées. À mon fils Louis, le seul qui m'ait comprise. J'ai tout fait pour nous élever. Le corps, un sacrifice nécessaire. La drogue, un moyen. Pardonne-moi, ou aie-moi, mes vies. Était-ce manipulation post-mortem ou regret sincère? Les experts littéraires s'emballèrent, un journal d'une anti-héroïne nietzschéenne. Débat relancé. Élise, monstre ou mère martyrisée par un monde patriarcal. Lucien, ruiné par le scandale, émigra au Brésil, me laissant un message vocal. T'as raison, frangin. Elle nous a tous eus. Mais toi? Tiaz Servicu. Claire. Elle se rétablit partiellement, éleva les jumeaux dans une ferme du Luberon, m'envoyant des photos anonymes. Eux, apprenant à cuisiner des crêpes. Pas de pardon, mais une trêve. Et moi? À 40 ans, je rouvris un petit bistrot à Belleville, la farce oubliée. Menu simple, dinde farcie sans toxines, mais avec une note, à la famille, ce piège délicieux. Les clients venaient pour l'histoire, restaient pour les saveurs. Un soir, un critique du Guide Rouge entra. « Monsieur, votre plat. » Il raconte une vie. La vengeance? Elle n'apaisa rien. Elle divisa le monde en phares. Ceux qui me voient comme justicier, ceux qui me haïssent comme parricide. En France, terre de passion contenue, on débat encore autour de café. Était-ce justice ou folie? J'ai appris que la vraie poison est l'illusion de la famille. Ce lien de sang qui enchaîne plus que des menottes. Ce soir, Thanksgiving approche à nouveau. Je fermerai le bistrot, allumerai une bougie pour les absents. Pas de regret. Seulement la recette d'une liberté âpre, cuisinée à feu lent. Et si vous passez par Belleville, goûtez la farce. Elle est amère, mais vraie. Fin.